Bonsoir à tous. Nous désirons toutes et tous offrir à nos enfants le meilleur et la réussite en particulier. Mais qu'est-ce que c'est que la réussite? Comment on y arrive? Et surtout, quels sont les outils indispensables à leur léguer pour pouvoir y arriver? Pour répondre à cette question, on a la chance d'avoir ce soir Perla Katzburg. Perla, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à toutes. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Ok. Il y a un petit décalage, mais c'est d'accord, super. Alors, Perla, déjà, je vais te présenter. Tu es à l'origine, tu as été pendant 15 ans, je crois, professeur, professeur dans les écoles. Et puis, tu as eu certaines prises de conscience qui t'ont amené à te perfectionner, en fait, à te perfectionner au niveau de la pédagogie et de la psychologie. Tu as obtenu une maîtrise en psychologie. Et aujourd'hui, tu formes dans les écoles, en réalité. Euh, on peut dire une coach éducatif pédagogique, ok, au sein des écoles pour former les professeurs à mieux appréhender les enfants et les aider en fait à exploiter au maximum leur potentiel. Alors, ça nous intéresse que tu nous racontes un petit peu qu'est-ce que tu as découvert quand tu étais professeur pour te dire, te donner cette motivation d'aller plus loin et de rechercher encore plus d'outils pour aider les enfants. Tout à fait. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai enseigné beaucoup les sujets de Torah et avec beaucoup d'informations sur comment vivre sa vie pleinement et et se sentir bien, etc., dans son service d'Hachem. Et dès qu'on abordait des sujets comme ça, je voyais que les élèves, elles étaient assoiffées de réponses, qu'elles avaient beaucoup de questions par rapport à qui elles sont elles-mêmes, qu'est-ce qu'elles veulent dans leur vie, comment est-ce qu'on peut faire pour se sentir bien. Et il n'y avait pas vraiment dans le curriculum des écoles une matière où vraiment on apprend à nos enfants à vivre leur vie pleinement. Et j'ai pensé que c'était vraiment un grand manque et c'était en fait quelque chose qui manque énormément dans l'éducation qu'on veut donner à nos enfants pour leur permettre de bien réussir leur vie et de se sentir bien. D'accord, ok. Et alors, justement, qu'est-ce que ça veut dire réussir en fait? Parce que on a on a tous envie d'aider nos enfants à réussir. Euh, Sauf que on sait peut-être pas forcément très bien ce qu'on veut leur donner. Et en réalité, c'est quoi la réussite pour un adulte, pour un enfant? Comment toi tu perçois la réussite? Voilà, oui, exactement. C'est quand moi je perçois la réussite. Après, chacune a le droit d'avoir sa propre définition. Mais personnellement, d'avoir 3 millions de dollars dans son compte en banque, c'est vrai que de nos jours, ça pourrait penser comme être un signe de réussite. Mais habitant aux États-Unis et en côtoyant beaucoup de personnes qui ont des grosses sommes d'argent, on sent bien qu'elles n'ont pas ce sentiment de bien-être intérieur. Et je pense que personnellement, ma définition de la réussite, c'est que chacun se sent bien à l'intérieur de son corps et qu'ils puissent atteindre leur potentiel maximum. Si je sais que mon enfant a atteint son potentiel maximum et qu'elle se sent bien dans sa peau, je considérerais que mon enfant a réussi sa vie. Ah, ok. Donc là, c'est intéressant. C'est-à-dire, c'est une définition qui est très relative à l'enfant et qui est déjà plus détachée de la notion de réussite qu'on a par rapport à la société. Peut-être que la société met une certaine pression sur l'image de la réussite, sur les critères de la réussite. Toi, en fait, tu viens et tu dis non, c'est pas en rapport avec la société, c'est en rapport avec l'enfant. Tout à fait. C'est vraiment
sur mesure. Chacun aura sa propre définition de ce que ça veut dire pour lui de réussir sa vie. Et nous, en tant que parents, on a l'habitude de dire Chanoch lanar al pidarko, éduque ton enfant en fonction de son chemin, de qui il est, de ses aspirations, etc. Et de la même manière, dans cette éducation, on va voir sur mesure qu'est-ce que ça voudrait dire pour mon enfant de réussir. Comment est-ce que je peux développer son potentiel pour qu'il se sente bien et en phase avec lui-même. J'aimerais m'étendre un petit peu sur développer son potentiel parce que c'est vraiment une idée qui est importante dans le sens où il y a qui on est et qui on pourrait être. Et plus il y a un décalage entre qui on est maintenant, présentement dans le monde, et qui on pourrait être, et plus il va avoir un mal-être chez la personne. Et donc, plus on arrive à réduire cette distance entre qui on est dans le monde présentement et qui je pourrais être, plus on va avoir ce sentiment de bien-être et donc un sentiment de réussite. D'accord, ok. C'est-à-dire qu'en réalité, ce que tu nous demandes quelque part, c'est si on veut sentir qu'on est quelqu'un d'accompli, il faut se déconnecter un peu des comparaisons ou qu'est-ce que c'est ce qui je pourrais être? Je pourrais être selon quoi? Selon qui? Exactement, c'est une très bonne question. Alors, tout à fait, il faut se détacher en fait de ce que le monde veut nous vendre comme image de la réussite. Quand on voit les publicités, on voit des corps parfaits, on voit des belles voitures, on voit des belles maisons, on voit des beaux meubles et on se dit « Ah, si j'aurais tout ça, je serais heureuse ». Mais en fait, c'est un mythe. Le bonheur, c'est de savoir qui on est et de vivre selon ses valeurs et de vivre sa vie pleinement à son potentiel maximum. Et pour cela, il faut d'abord se connaître ses qualités, connaître ses défauts, ne pas avoir peur de ses défauts parce que très souvent, ces défauts-là peuvent être moteurs de quelque chose de positif. Vivre selon ses valeurs et quand on va vivre d'après nos propres valeurs, pas les valeurs qui nous sont imposées par le monde extérieur, alors c'est là qu'on va avoir ce bien-être interne. D'accord. Là, on me dit, ça veut dire quoi vivre pleinement? En fait, tu as en partie répondu à la question, c'est-à-dire en concordance avec ses valeurs, avec qui on est, mais pour ça, forcément, on doit savoir quelles sont ses valeurs et qui on est. Exactement. Ce qui nous amène un peu à l'idée à l'idée de ce qu'on appelle le Yehoud, c'est-à-dire sa mission de vie quelque part. De ce que tu dis, j'entends que est heureux celui qui réussit à s'accomplir et donc qui réussit à accomplir, à réaliser la raison pour laquelle il est ici. Oui. Comment on arrive à savoir sa mission de vie? Comment on arrive à découvrir en fait quel est son potentiel déjà? Quels sont ses outils? Et la raison pour laquelle on est là, qu'est-ce qu'on doit faire? Tout à fait. Alors, dans une des formations que j'offre, justement, on va aller très dans le détail de qui je suis vraiment et découvrir ce que j'aime faire. Quand je sais qui je suis, quelles sont mes qualités, quels sont mes atouts, quels sont les cadeaux que Hachem m'a donnés pour pouvoir être au service de la société dans ce monde, et je vais découvrir aussi ce que j'aime faire. C'est des choses, c'est quoi les choses qu'on aime faire? C'est des choses qu'on fait souvent. Et pourquoi est-ce qu'on est attiré par ces choses-là? Parce qu'elles nous font sentir bien. Alors, quand je vais réussir à combiner ce que j'aime faire et qui je suis, je vais trouver ma mission sur Terre. Et comme je te disais, c'est celui qui fait ce qu'il aime, il ne travaillera pas un seul jour de sa vie. Ça veut dire que quand on aime ce qu'on fait, ça s'appelle plus un travail, ça s'appelle profiter de sa vie au maximum. Ça veut dire que
à chaque fois que je suis au service de quelqu'un en faisant ce que j'aime, je travaille, je peux gagner de l'argent aussi, mais je fais ce que j'aime, je fais ma mission, donc je me sens bien. D'accord. Est-ce que ce qu'on aime faire, hein, c'est forcément ce qu'on sait faire ou il y a des... ou pas forcément en fait? Pas forcément. C'est-à-dire, je sais pas si ma... On sait faire beaucoup de choses qu'on n'aime pas faire. D'accord? Donc, il y a malheureusement, beaucoup de gens qui ont des professions qui savent très bien faire, mais qui ne se sentent pas bien dans leur profession, qui n'aiment pas ce qu'ils font. Et automatiquement, ils font très bien, ils le font très bien, mais ils n'ont aucune passion, ils n'ont aucun investissement de leur propre être à l'intérieur. Il vient de l'intérieur. D'accord. Et pour les gens qui viennent te dire un peu, tu dois sûrement rencontrer ça au sein de tes formations, gestion spécifique, ou alors je ne sais pas quelles sont mes passions, ou même au sein des enfants, comment les aider à découvrir leurs passions. Effectivement, il faut en avoir une. Tout à fait. C'est pour ça que, par exemple, avec les enfants, c'est bien de leur donner l'occasion de jouer un instrument de musique, d'écouter différentes sortes de musique pour savoir s'ils aiment une certaine sorte de musique plutôt qu'une autre. Leur donner l'occasion de peindre ou de dessiner, de colorier, de bouger avec leur corps, s'ils aiment bouger en dansant ou en faisant du judo, leur donner l'occasion de jouer à des jeux de société. Ça aussi, c'est une bonne faire ce qu'on aime. Et en fait, il ne faut pas se limiter. C'est le monde qui veut nous limiter, que si, par exemple, je suis bonne en français, alors je vais être nulle en maths. Mais ce n'est pas systématiquement vrai. Chez une personne, on peut vraiment aimer tout ce qu'on voit et on peut se rendre compte qu'en fait, on peut trouver une occupation qui va vraiment unifier tous ces atouts qu'on a. Et c'est vrai que ça demande un travail de recherche interne et ça demande de la patience. Et on a aussi besoin de beaucoup d'aide d'Hachem dans les prières en demandant vraiment il nous guide sur cette mission. Pourquoi tu m'as mis sur cette terre, Hachem? J'ai envie de découvrir pourquoi tu m'as mis ici. Montre-moi la route pour que je puisse y arriver et vraiment être au service. Parce que finalement, on est tous là pour être au service de quelqu'un. Que ce soit nos enfants, que ce soit nos maris, que ce soit nos collègues, que ce soit... Donc, on est là pour être au service de quelqu'un. Et il faut trouver comment est-ce que Qu'est-ce que tu appelles être au service? Voilà. Comment est-ce que je peux aider cette personne? Comment est-ce que mon intervention dans la vie de cette personne va changer sa vie? Moi, je sais que personnellement, j'adore aider avec la psychologie. Mais il y a d'autres personnes qui aident en donnant de la nourriture. Il y a d'autres personnes qui aident en donnant de leur temps, en rendant des services. De l'art. De l'art, de la musique, exactement. Tous ces artistes qui font des millions de dollars, c'est parce qu'ils ont réussi à se mettre vraiment en contact avec leur véritable être. La raison pourquoi Hachem, il les a mis sur cette terre et ils ont réussi à toucher leur partie d'eux-mêmes, qui est très difficile pour certains d'entre nous d'y aller, et de le donner pour le reste du monde et que tout le monde en profite. D'accord. C'est-à-dire que ce que tu veux dire, à partir du moment où on a découvert un peu à quoi on était connecté, c'est ça qui va nous permettre de le mettre au service du monde, c'est-à-dire d'apporter notre contribution au monde, en fait. Je suppose que c'est ça ce que tu appelles être au service, c'est-à-dire être capable de mettre à contribution ce qu'on a, nos trésors. D'accord. Et alors justement, là, il y a quelqu'un qui me pose une question. J'ai pas les noms, désolée, mais elle me dit, mais les enfants ne savent pas ce qu'ils veulent faire à 15-18 ans. Comment vivre pleinement et en accord quand ils se posent autant de questions?
tout à Ça, fait. c'est the question. Et encore, elle est gentille parce qu'elle dit 15-18 ans, mais ça peut être 30-35 ans, 40-50 ans. Euh, on traverse tous quelque part cette phase où on se dit, mais pourquoi on est là en fait? Comme tu disais un peu, peut-être qu'on a fait quelque chose parce qu'on savait le faire, mais finalement, on se réveille en se disant, OK, je sais faire ça, je fais bien mon job, et pourtant, je ne suis pas épanouie dedans. Ou ça peut être une carrière ou pas une carrière, mais de se dire, il me manque quelque chose, je ne me sens pas pleinement épanouie. Alors, et c'est quelque chose aussi, c'est vrai, qu'on retrouve beaucoup à l'adolescence déjà. C'est pour ça que la formation que j'ai faite à la base, je l'ai faite pour les adolescents parce que c'est le meilleur âge où il y a suffisamment de maturité pour qu'ils puissent avoir un regard sur elles-mêmes ou eux-mêmes et savoir qui ils sont et ce qu'ils aiment. Mais c'est sûr que cette formation, je la donne aussi à des adultes. Il n'est jamais trop tard pour découvrir qui on est vraiment et quels sont ces cadeaux-là qu'Hachem nous a donnés et comment en faire en profiter le reste du monde. Pour aider nos enfants, comme je disais tout à l'heure, il faut essayer de leur proposer des occasions où ils arrivent à découvrir s'ils aiment faire une certaine chose ou une autre. Je sais que ma fille, par exemple, jouait de la musique, elle va commencer à danser, elle fait des mouvements de ballet. Bon, c'est vrai qu'elle a pris des classes quand elle était plus jeune, mais maintenant, c'est devenu quelque chose de naturel chez elle. Mon fils, la même chose. J'avais un peu de retard hier. Je pensais que j'allais le retrouver devant son téléphone, mais non, il a mis de la musique, il a commencé à danser. Et là, on voit que c'est quelque chose qu'ils aiment. Ils aiment s'exprimer avec le corps. Ou alors, les jeux de société, c'est vraiment un très bon moyen de savoir, d'apprendre certaines choses sur soi-même. S'ils aiment plutôt les échecs, s'ils aiment le Monopoly. Moi, je sais que j'avais mon frère, par exemple, au Monopoly, il est extraordinaire. Et c'est un super businessman parce qu'il aime ça. C'est quelque chose qu'il aime. Donc, il faut pas. Il a la fibre commerciale, ça se sent déjà. Voilà. Il ne faut pas sous-estimer les jeux. Le jeu et les musées, s'ils aiment un certain art, les exposer à un maximum de tous les cadeaux que ce monde nous a offerts pour que justement ils puissent avoir leur opinion par rapport à ces choses-là et découvrir qui ils sont vraiment. D'accord, ok. Alors justement, on parle de réussite. Si on devait, s'il y avait un ingrédient, on va dire, puisque c'était un peu le titre de le secret de la réussite chez nos enfants, un ingrédient indispensable pour permettre à nos enfants de se développer et de mettre leur potentiel, d'exploiter leur potentiel au maximum, ce serait quoi? Comment nous, en tant que maman, qu'est-ce qu'il faut qu'on leur fournisse pour les aider à ça? Le mieux pour justement découvrir qui on est, c'est de projeter un regard sur soi et de pouvoir nommer ses émotions. Parce que par exemple, quand je parle on va prendre l'exemple du jeu des échecs, d'accord? Est-ce que j'aime ce jeu? Pourquoi est-ce que j'aime ce jeu? Comment est-ce qu'il me fait sentir? Il me fait sentir comme quelqu'un d'intelligent, il me fait sentir comme quelqu'un qui sait bouger les pièces au bon moment. Et en fait, d'avoir ce vocabulaire des émotions, moi, par exemple, les échecs, c'est une grosse frustration pour moi parce que j'arrive pas à gagner une partie d'échecs. Donc, c'est pas, j'aimerais savoir jouer. Donc, j'essaye de jouer parce que c'est comme ça qu'on apprend à se renforcer et à réussir. Mais pour l'instant, c'est plus une frustration qu'autre chose. Et d'être en contact avec ses émotions, face à certaines situations, c'est ça qui va me permettre de vraiment savoir ce que j'aime et ce que j'aime pas. Ah, ok, c'est intéressant. C'est-à-dire que avant même de gérer ses émotions, ou de comprendre
comprendre, enfin oui, de comprendre ses émotions, il faut savoir les nommer. Tout à fait. Alors, les Ok, nommer, c'est pourquoi les gens ont du mal à nommer leurs émotions? C'est si difficile. oui, oui, c'est le vocabulaire des émotions, c'est pas un vocabulaire commun qu'on a l'habitude d'entendre. C'est que c'est de parler des émotions, on va dire que c'est assez récent. Justement, récemment, je regardais, je sais pas, ça s'appelle The Crown. Ça raconte la vie d'Elisabeth, la reine Elisabeth, et on voit vraiment l'éducation à l'anglaise. On montre pas ses émotions, etc. Donc, et en France et dans la culture française, c'est encore vraiment très présent où on n'a pas le droit de montrer ses émotions. Et donc, automatiquement, c'est mis sur le feu de derrière, un back burner, je ne sais pas comment on dit en français. C'est pas une priorité, on va dire. Mais de C'est-à-dire le plus fait. Ah, ok. C'est mis en arrière-plan. en arrière-plan, voilà. De plus en plus, par exemple, dans les grandes compagnies aux États-Unis, ils se rendent compte que, encore plus important que le quotient intellectuel, il y a le quotient émotionnel. Parce qu'ils se sont rendus compte que les personnes qui arrivaient à faire progresser la compagnie et l'entreprise et avancer dans les échelons, c'était les personnes qui avaient un quotient émotionnel élevé. Parce que ce quotient émotionnel, c'est ce qui va me permettre de bien gérer mes émotions et bien gérer mes émotions dans mes relations avec les autres. Et on sait très bien que toute la vie, elle repose sur les relations qu'on a, que ce soit avec le supérieur, que ce soit avec les clients, que ce soit avec les vendeurs. On est tout le temps en contact avec des gens. Donc, de bien savoir gérer ses émotions, c'est vraiment la clé vraiment pour pouvoir réussir. Et la première étape, c'est déjà de les nommer. Et je crois que je t'ai donné un tableau avec la liste des sentiments et des émotions qu'on peut ressentir face à une situation. Et ça peut être vraiment... Exact. Alors, je voulais le partager justement, mais malheureusement, j'arrive pas à le partager. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Oula, est-ce que tu es avec moi? Ouais. Je te voyais plus. Ah, d'accord. Ben, j'ai envie de le partager, mais j'ai un peu de mal à parler. Bon, alors on pourra le mettre dans les commentaires. Euh, partager le tableau. Ok. En attendant, c'est intéressant. C'est-à-dire que, ouais, ouais, je le mettrai dans les commentaires si j'arrive à l'ouvrir. J'arrive pas à l'ouvrir, c'est ça le problème. C'est intéressant. C'est-à-dire que, quelquefois, le quotient intellectuel, on a cru que c'était grâce au quotient intellectuel que les gens réussissaient dans la vie, grâce à leur intelligence rationnelle, cycliste, comme on dit. Et en fait, tu viens nous rajouter un élément, tu nous dis, au-delà du quotient intellectuel, c'est le quotient émotionnel qui compte. C'est l'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence émotionnelle? Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots? En quoi En ça quelques consiste? mots, oui, en quelques mots, et de nommer ses émotions. Donc, c'est la première étape parce que si je ne sais même pas quelle émotion je suis en train de, je ne vais pas savoir comment la gérer. Et ensuite, la deuxième étape, c'est de faire quelque chose pour gérer cette émotion-là. Le meilleur moyen de laisser aller une émotion, c'est vraiment de la ressentir au maximum. On a très souvent peur de ressentir la peine, de ressentir la colère, de ressentir la frustration. Mais donc, on va être dans le déni de ces émotions. On va les mettre en arrière-plan. On va pas les regarder en face. Et ce qui va faire, ce que ça va engendrer, c'est que ces émotions, elles vont jouer contre moi. Donc voilà, ça c'est très bien. L'échelle émotionnelle. Donc il y a les 7 premières. Voilà, je l'ai trouvé.
Les 7 premières émotions, c'est des émotions positives. Ça va être des émotions qui vont me permettre de me motiver et d'avancer. Parce que quand j'aime ce que je fais, quand je me sens bien, quand j'ai de la joie, quand je suis optimiste, ça va être un moteur extraordinaire pour prendre ma vie en main et faire ce que j'ai à faire. Ou alors, et si on va de l'autre côté, l'ennui, ça va être le début on va dire, de la descente. Et donc, automatiquement, quand je vais ressentir des émotions comme le pessimisme, la rancœur, la colère, etc., ça va être des émotions qui vont m'empêcher de vraiment atteindre mon potentiel maximum. Mais attention, ces émotions-là, elles ne sont pas négatives, totalement négatives. Dans le sens où si je ressens une émotion négative quand il y a un événement négatif qui se passe dans ma vie, c'est tout à fait normal. Et je dois ressentir cette émotion négative. C'est pas quelque chose de négatif. La seule chose, c'est qu'une fois que j'ai bien ressenti... Elle n'est pas à bannir, tu veux dire. Exactement. Une fois que j'ai bien ressenti ce sentiment de frustration, de déception, de colère, etc., je dois laisser la place à des émotions qui sont plus positives. Et c'est ça qui va me permettre, par exemple, si il y a une injustice, je suis en colère. Si je reste dans la colère, je vais rien faire. Alors que si cette colère, je la vis vraiment et je vais continuer vers l'optimisme, je peux faire quelque chose par rapport à cette situation. Je suis pas obligée de rester dans le statut de victime par rapport à ce qui s'est passé. Je peux faire quelque chose. Automatiquement, ça va être moteur d'avancement. Alors que si je reste dans la colère ou dans la rancœur, il y a moins de chances que ça arrive. Ça veut dire, là, de ce que j'entends, Nafka, c'est que de refouler la colère pour laisser la place à l'optimisme. Qu'est-ce que ça veut dire vivre sa colère? Est-ce qu'il faut la laisser d'abord passer? En fait, il faut la ressentir. Il ne faut pas le dire, ah non, ça m'est égal ce qui m'est arrivé. Cette personne, elle m'a fait du mal, ça m'est égal. Non, ça ne m'est pas égal. Je suis vraiment en colère par rapport à ce qui s'est passé. Je ne veux pas que cette chose arrive encore. Donc, je ne suis pas dans le déni de l'émotion. Je la vis pleinement. Une fois que j'ai vécu cette colère pleinement et que je ne l'ai pas refoulée, je vais pouvoir faire quelque chose pour ne pas rester bloquée sur cette colère-là. Parce que je n'ai pas envie de rester en colère toute ma vie. J'ai envie d'être heureuse, j'ai envie de ressentir la joie. J'ai envie de laisser la place à des émotions qui sont plus positives. D'accord. Donc, en fait, ce sont des étapes de ce que j'entends. Ce sont des étapes. Une des premières étapes, en fait, c'est de savoir nommer ces émotions. En réalité, ça revient un peu à poser un diagnostic. C'est-à-dire que je ne peux pas savoir quel traitement prendre si je ne connais pas la maladie. Or là, si je ne connais pas l'émotion qu'il y a à l'intérieur parce que j'ai tendance à occulter ou directement à passer à une émotion positive parce que je n'arrive pas à me confronter à mon émotion négative, je serai dans l'impossibilité d'aller justement m'occuper de cette émotion qui est négative. Ouais. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que j'ai bien compris? Oui, très bien résumé. Ok, d'accord. Et donc, une fois qu'on a réussi à nommer ces émotions, une fois qu'on a réussi à leur donner un titre, à leur donner un nom, à leur donner une structure, en fait, et puis que j'ai vécu cette émotion, qu'est-ce que je fais avec ça? La prochaine étape, c'est qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire? C'est quoi la meilleure action que je peux prendre qui va faire que je vais arriver au but vers lequel j'ai envie d'arriver? Donc, il y a, premièrement, qu'est-ce qui s'est passé? D'accord? Mm-hmm. Qu'est-ce que j'ai ressenti? Comment j'ai interprété la chose? Comment j'ai interprété cette chose-là? Et donc, qu'est-ce que j'ai ressenti comme émotion? Parce qu'en fait, il est pas possible
d'avoir des émotions sans avoir une pensée par rapport à ce qui s'est passé. Donc, si j'ai une pensée positive, je vais une interprétation positive de ce qui s'est passé, je vais ressentir une émotion positive. Si j'ai une interprétation négative et des pensées négatives par rapport à ce qui s'est passé, je vais ressentir des émotions négatives. Et une fois que j'ai mis la lumière sur mes pensées et mes émotions, je peux décider de quelle action j'ai envie de prendre pour résoudre le problème. Pour que quelle est Est-ce que tu peux nous donner un exemple de ce qui s'appelle interpréter? Est-ce que tu peux nous donner un exemple en fait de ce triangle en fait, puisque là c'est un autre dossier que tu m'as envoyé que je vais partager de suite. Comment ça se passe en fait? Quel est le schéma? Et un exemple pour mieux comprendre. D'accord. Si on parle, et je sais je vais juste dire que je sais qu'à la base, on parle beaucoup de choses en général. Et là, je vais donner un exemple, par exemple, pour une adulte. D'accord? Mais il faut savoir que si moi, en tant que maman ou en tant que parent, j'arrive à bien nommer mes émotions, gérer mes émotions, voir comment interpréter les choses de manière plus positive. Si moi, j'ai bien maîtrisé ça, je vais pouvoir le transmettre beaucoup plus facilement à mon enfant. Donc là, voilà, au centre du triangle, on voit l'événement. Donc, on va donner comme exemple le mari qui passe ses soirées avec ses copains tous les soirs. D'accord? Donc, ma pensée, si je vais mal interpréter cet événement, il s'en fout de moi, on n'est pas important, ses copains, ils sont plus importants. C'est-à-dire si je vais l'interpréter de façon négative. Voilà. Donc, automatiquement, ça va entraîner des sentiments négatifs. Je ne suis pas aimable, je ne suis pas importante, je suis nulle, les autres, ils sont mieux que moi, je ne dois pas être suffisamment une bonne femme pour lui, etc. D'accord? Et automatiquement, comme j'ai ces sentiments-là, je vais avoir des actions telles que je vais l'appeler en criant au téléphone, pourquoi tu n'es pas là, je vais l'assommer de questions, je vais l'appeler 50 fois, je vais le forcer à le faire rentrer à la maison, je vais avoir des conséquences, je vais lui dire si tu rentres pas à la maison, ben, je vais le menacer, etc. etc. Donc ça, c'est... C'est-à-dire que je vais avoir un comportement en rapport avec mes émotions. Tout à fait. Il y a, si je comprends bien, il y a l'événement. Voilà, mon mari, il a fait quelque chose, c'est quelque chose qui ne dépend pas de moi, en fait, quelque part. Je vais avoir une pensée positive ou négative qui va venir accompagner cet événement. Et de là va surgir une émotion, oui. Négative ou positive, selon mon mode de pensée, en fait. Et donc, exactement. Après, une fois que j'aurai eu ce sentiment, le comportement va découler de là. J'ai bien, ça va, je suis une bonne élève. Très bonne élève. Merci. Ok, d'accord. Okay. Alors, excuse-moi, je t'ai coupé, mais on t'écoute. Non, bien, tu as bien fait. Alors, comment voir l'événement d'une autre manière? Comment avoir des pensées positives par rapport à cet événement-là? D'accord? Donc, le mari qui ne rentre pas à la maison le soir, au lieu d'interpréter ça comme si que ça indiquait quelque chose sur ma valeur, je vais voir la chose telle qu'elle. Il ne rentre pas à la maison. Je ne suis pas obligée de donner, de juger son comportement comme une indication de ma valeur. Ma valeur, elle est quand j'ai confiance en moi, parce que j'ai appris à me connaître, comme on disait au début de l'interview. Je connais ma valeur, je connais mes qualités. Alors, mon mari, il a besoin de passer du temps avec ses amis, beaucoup de temps avec ses amis. Ok, c'est un besoin que lui, il a. Mais ça n'indique en rien que moi, je suis une mauvaise femme, que je suis nulle, qu'on n'est pas important pour lui. Peut-être que c'est quelque chose qu'il a besoin de faire justement pour être un meilleur papa et un meilleur mari en rentrant à la maison. Donc, quand je décide
d'interpréter les choses telles quelles, comme des faits, et je ne porte pas une opinion négative par rapport aux faits qui viennent de se passer. Donc, automatiquement, je vais avoir des sentiments différents. Je vais avoir de la compassion pour lui. Je vais avoir de la compassion pour moi-même. J'aimerais que mon mari soit là. Je suis déçue que mon mari il n'est pas avec nous. Mais mon estime personnelle, elle n'a pas été atteinte. Et donc, comme je vais avoir de la compassion pour ce qui est en train de se passer, automatiquement, mes actions, elles vont être différentes. Au lieu de l'appeler 50 fois et de le forcer de rentrer à la maison, je vais peut-être trouver des moyens pour que mon mari, il arrive à se relaxer à la maison et qu'il n'ait pas besoin d'aller chez ses amis pour se relaxer. Je vais trouver des solutions parce que si une personne, elle agit d'une certaine manière, c'est pas pour me faire du mal. C'est parce qu'il y a un besoin qui, en faisant cette action, il va être rempli. Donc, moi, quand j'arrive à trouver quel est ce besoin qui a besoin d'être rempli, je vais essayer de trouver des moyens pour pouvoir lui donner ce qu'il a besoin et en fait, résoudre le problème sans passer par des actions que je pourrais regretter. Ok, c'est-à-dire qu'en fait, si je me permets d'interpréter de façon plus positive, un peu comme on dit la de juger plus favorablement, ça va me permettre de prendre du recul sur la chose pour avoir un comportement plus adapté, trouver des solutions plus adaptées. Exactement. Alors là, j'ai une question par rapport à ça. Je pense que pas mal de personnes se la posent. Oui. Est-ce que quelque part, quand on juge favorablement pour la 500e fois consécutive, est-ce que ça s'appelle pas un peu se mentir à soi-même? On a peut-être peur d'être hypocrite avec nous, de se mentir à soi-même et de se dire, bon, je sais très bien qu'il a fui la maison parce qu'il ne supporte pas, parce que c'est le coucher des enfants et qu'il ne veut pas participer au coucher des enfants, il ne va pas me la faire. Comment on arrive à juger favorablement dans ce cas-là? Okay. Dans d'autres cas, il y en a des milliers. Ouais. C'est pas ça qui manque. En fait, là, on part dans un sujet. Après, c'est comment on veut avoir sa relation. Est-ce que je peux exprimer mon besoin? Est-ce que je suis dans une relation équitable où je peux exprimer un besoin et je sais que je vais être entendue et que lui aussi, il va exprimer un besoin et qu'il va être entendu et ensemble, on va trouver une solution qui va nous convenir à nous deux. D'accord? Et c'est ça que j'aime beaucoup dire, c'est que Hachem, il a créé suffisamment de solutions pour qu'on puisse, toi et moi, se sentir bien. Une seconde, il y a quelqu'un à la porte. Ah, merci. Donc, c'est d'essayer de trouver une solution pour que chacun se sente bien. Mais pour reprendre l'exemple de il rentre pas à la maison, c'est sûr que j'aimerais de l'aide. Mais ce qui m'embête le plus, c'est comment son comportement indique ma valeur. C'est ça qui va m'embêter le plus. C'est pas vraiment est-ce que je peux mettre les enfants à dormir toute seule? Oui, je peux le faire. Mais je sais que si il serait là et me soutiendrait, je me sentirais aimée, je me sentirais importante. Donc, si j'arrive à communiquer ces sentiments-là par rapport à cette situation, et je vais donc, encore une fois, pouvoir nommer mes émotions et en parler avec mon conjoint, automatiquement, ça va être le moyen d'arriver au but vers lequel j'ai envie d'arriver. D'accord. Alors, tout ça, c'est pour moi. Mais maintenant puisque l'éducation, comment j'arrive à transmettre ça à mes enfants? Ouais. Ben, déjà, comme je le disais tout à l'heure, pour pouvoir vraiment le transmettre à mes enfants, je dois pouvoir le faire avec moi-même.
Si moi, j'arrive à gérer mes émotions, si moi, j'arrive à nommer mes émotions, si moi, j'arrive à prendre des actions concrètes qui vont me permettre d'arriver à mon objectif, je vais montrer un bon exemple à mes enfants et automatiquement, ça va se faire comme ça. Mais en tant que parent, je peux aussi les éduquer dans ce sens. Ça veut dire que, par exemple, un bon moyen, par exemple, pour les enfants, les jeunes enfants, c'est d'acheter des livres qui parlent des émotions. Comme ça, ce vocabulaire-là, il rentre dans la conscience de l'enfant et il va pouvoir commencer à être en contact avec ces émotions-là. Ça va devenir quelque chose de naturel chez l'enfant. Un autre moyen de le faire, c'est quand mon enfant vient vers moi et me parle d'un problème, d'une situation dans laquelle il s'est senti mal, de lui montrer de l'empathie, de la compassion et valider ces émotions-là. Par exemple, ma fille me dit hier, cette fille me déteste. D'accord? C'est très dur pour moi d'entendre ça en tant que parent. Ma fille, elle est tout ce qu'il y a de plus aimable. Comment une autre enfant peut dire que ma fille, elle est tuée. D'accord? Donc, déjà, je sais que moi, en tant que thérapeute, mauvaise thérapeute, très souvent, j'avais le réflexe de dire à mon enfant, mais non, c'est pas comme ça que j'essayais de trouver des excuses en fait. Mais et à chaque fois ma fille, je voyais qu'elle se sentait frustrée, qu'elle ne se sentait pas entendue. Et le meilleur moyen de montrer à mon enfant qu'elle est entendue, c'est de dire par exemple, waouh, c'est dur à entendre de quelqu'un qui te dit qu'il te déteste. Waouh, c'est difficile. Moi, je ressentirais de la peine. Et donc, automatiquement, je lui apprends à nommer ses émotions. Parce que très souvent, les enfants, moi, je me rappelle, j'avais peut-être 18 ans, j'étais en train de vivre une situation difficile et j'avais des tonnes d'émotions à l'intérieur de moi, mais aucun mot pour les exprimer. Et c'était tellement frustrant. Je me disais, mais c'est pas normal que j'arrive pas à formuler une phrase sur ce que je suis en train de ressentir à l'intérieur. Et donc, c'est très souvent comme ça qu'un enfant, il se sent quand il vit une situation difficile. Et donc, automatiquement, le meilleur moyen, c'est de l'aider et de lui mettre les mots dans la bouche et de lui dire, ah, tu dois te sentir frustré, tu dois te sentir mal, tu dois avoir de la peine. Moi, je sais que c'est quelque chose que je ressentirais de la peine si quelqu'un me disait que je n'étais pas quelqu'un d'aimable. Et donc, automatiquement, l'enfant se sent entendu, l'émotion a été validée, l'émotion a été ressentie. Je n'ai pas eu peur de lui dire, parce que quand j'essayais de donner des excuses ou trouver d'autres moyens, en fait, c'est parce que j'avais peur de vivre cette peine-là. Mais en fait, il ne faut pas avoir peur de ressentir la peine. La peine, ça fait partie de la vie et c'est ça qui nous permet de grandir et d'avancer. Par contre, la souffrance, elle n'est pas nécessaire. C'est quoi la souffrance? La souffrance, c'est de rester dans le problème et de rester dans l'idée « ah, elle me déteste ». Alors là, ce que j'ai enseigné à ma fille à la prochaine étape, c'est peut-être que cette fille-là, elle ne se sent pas aimable. Donc, pour se sentir mieux, alors elle aussi, elle projette des sentiments de haine par rapport à d'autres enfants. La pauvre, qu'elle n'arrive pas à ressentir que c'est une bonne fille, qu'elle est aimable. Et donc là, j'enseigne à mon enfant cette pensée de compassion, d'avoir de la compassion, de ne pas être énervé contre elle, parce que de ne pas avoir du ressentiment contre elle, parce que ça ne va pas être des sentiments positifs, mais plutôt de lui montrer d'avoir de la compassion pour cet enfant-là qui ne l'aime pas. La pauvre, elle n'a pas encore vu comment toi, tu es aimable.
comment toi, tu es quelqu'un de tellement bien et de tellement gentil et d'une tellement bonne personne. La pauvre qu'elle n'arrive pas à voir à quel point tu as de la valeur. D'accord. Donc là encore, ça marche par étapes. C'est-à-dire que selon ce que tu dis, arriver au stade de la confiance, s'il n'y a pas déjà eu si on n'a pas contenu en fait les émotions de nos enfants, si on ne les aide pas déjà à digérer tranquillement ces émotions-là, et après, une fois qu'ils ont réussi, alors là, les amener à, à percevoir le monde autour en fait. Exactement. Exactement. Là, d'accord. Donc là, tu vas envoyer, je viens de la mettre à l'écran. Oui. Voilà, c'est bien de ça qu'on parle. C'est pour ça que tu m'avais envoyé, d'accord. Donc, c'est vrai qu'on se retrouve à des situations, bon, bah, si on a de la chance d'être créatif, on va savoir quoi dire à nos enfants quand ils viennent se plaindre pour la 1000e fois de choses que leur frère leur a fait le Playmobil et qu'ils sont terrassés et que le monde s'écroule et que nous, on en a eu et qu'on en a marre de la. Donc là, tu nous as envoyé des phrases. Alors, je vais essayer, je sais pas, moi, elles sont un peu. Attends, je vais les lire un peu. Moi, j'aime Voilà. bien. Quoi dire pour montrer de l'empathie? Alors, j'aime bien pauvre bébé. T'aimes bien quoi? J'aime bien pauvre bébé parce qu'on on a grandi personnellement où on vilifiait en fait cette idée, oh la pauvre, oh c'est pas bien de sentir de ressentir des émotions négatives, non il faut que tu sois forte, bats-toi, etc. Ne sois pas en colère, ouais. Ne pleure pas. Exactement. Souviens-toi, ne pleure pas. Tu es forte, tu es Guibora, ne pleure pas. Exactement, exactement. Et en fait, ça bloque les émotions. Et quelque chose qu'il faut savoir, c'est que si je bloque les émotions négatives, je bloque les émotions positives. Et donc, si je bloque la colère, la peine, la frustration, je vais bloquer le bonheur, la joie, l'amour. Et on ne peut pas être un être humain si on ne ressent pas ces choses-là. On n'est pas des robots. Et on peut, le cerveau, il va pas faire la différence. Ah, ça, c'est une émotion positive. Ah, ok, je peux la ressentir. Ah, ça, c'est une émotion négative. Ah, non, surtout ne pas la ressentir. Non. Toutes les émotions sont bonnes. Parce que l'émotion est une énergie, en fait. Exactement. Elles sont bonnes, elles peuvent être moteurs, elles sont des indications, en fait. Des indications, par exemple, j'ai envoyé une proposition pour une compétition et j'avais peur. J'avais peur d'envoyer cette proposition-là. Et donc, en réfléchissant, pourquoi est-ce que j'ai peur? D'où est-ce qu'il vient ce sentiment de peur? Je me suis rendu compte qu'en fait, dans cette proposition, même si dans ma tête, je voulais leur donner le maximum par rapport à ce que je leur proposais, c'était pas vraiment bien exprimé dans la proposition que j'avais mise à l'écrit. Et donc, une fois que j'ai réussi à ressentir ma peur, à essayer de comprendre d'où est-ce qu'elle vient, j'ai pu changer la proposition, la mettre en phase avec ce que je voulais vraiment leur offrir. Et automatiquement, ça a fait que j'avais plus peur d'envoyer la proposition et j'ai pu l'envoyer. Et maintenant, on va voir si j'ai réussi ou non. Mais en tout cas, j'ai participé. Ça m'a pas bloqué. D'accord. Ok. Madim, Mama fait. Alors, comment, justement, comment. Alors, attends, je vais enlever le chitouf. Comment est-ce que c'est lié réellement toutes ces histoires d'émotions? Parce que là, en fait, on comprend que ça tient, c'est le pivot central, en fait, de ce qui va représenter la réussite de l'enfant dans sa carrière, dans la société, dans son couple, dans son. Qu'est-ce qui fait que
qu'est-ce qui fait que un quotient émotionnel élevé permet de mieux réussir dans sa vie? Tout simplement parce que quand je vais savoir bien gérer mes émotions, je vais pouvoir les nommer et les gérer correctement. Je vais choisir la meilleure action pour mon avenir et pour moi-même. Ça veut dire que la vie, c'est une suite de choix. À chaque instant, je fais un choix et je suis à une bifurcation. Est-ce que je vais prendre la bonne décision ou est-ce que je vais pas la bonne décision qui va me permettre d'arriver au potentiel maximum, d'arriver là où j'ai envie d'arriver, d'arriver à mon but, ou est-ce que je vais prendre la mauvaise décision? Et quand je ne prends pas le temps de faire cette introspection à l'intérieur de moi, de savoir ce que je ressens, ressentir mes émotions négatives pour pouvoir faire la place à des émotions plus positives qui vont être moteurs ensuite de mon succès. Parce que je vais trouver des solutions efficaces, je vais trouver je vais avoir des plans organisés et logiques pour arriver pertinent pour arriver à mon but, pour arriver à qui je veux être vraiment. Qu'est-ce que je veux vraiment faire dans ma vie? Comment est-ce que, à la fin de ma vie, quand je vais porter un regard sur ma vie, je vais me dire, voilà, c'est exactement ça que je voulais faire. Et j'ai pas été bloquée parce que j'étais en colère, j'ai pas été bloquée parce que j'avais de la rancœur, j'ai pas été bloquée parce que j'avais peur, j'ai pas été bloquée parce que je m'ennuyais. Non. Toutes ces émotions, elles sont bien, je les ai ressenties et maintenant, je vais faire la place à des sentiments plus positifs qui vont être moteurs de ma vie pour prendre les meilleures décisions possibles à chaque instant. Ça passe quand même un sacré grade de maturité. Est-ce qu'on peut compter sur nos enfants pour avoir cette telle connaissance d'eux-mêmes, pour réussir tellement à nommer leurs émotions et à les exprimer comme ça de façon tellement claire? En fait, il faut vraiment pas sous-estimer nos enfants parce qu'en fait, naturellement, un enfant, il exprime ses émotions. Et c'est notre éducation qui fait que on les force à ne pas ressentir. Arrête de pleurer, ne te mets pas en colère, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Et naturellement, un enfant, il exprime ses émotions. Moi, personnellement, je me rappelle une histoire. Mon fils, il devait avoir 6 ans. La femme de ménage, elle était venue à la maison et elle avait fait le lit avec la couverture dans la housse de couette pour ma fille. Et pour mon fils, elle avait juste plié la couverture. Et mon fils, il vient et il me dit, maman, je me sens pas respectée, que mon lit, il n'est pas aussi beau que celui de ma sœur. Oh là là, comme c'est beau. C'est trop mignon. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ok, c'est bon, j'ai réussi. Mon fils, déjà, il a réussi à mettre le point sur ce qui le dérangeait, sur l'émotion, et il s'est senti suffisamment en confiance pour pouvoir l'exprimer, et automatiquement, tu veux le lire avec la housse de couette, il n'y a pas de souci, mon fils, je le fais tout de suite. Je vais faire tout pour que tu... Et c'est d'autant plus beau qu'il l'a fait sans remettre en question, justement, sans agresser qui que ce soit, en gardant la responsabilité de son émotion. En fait, je ne me sens pas respectée. C'est très beau parce que je reçois énormément, je reçois beaucoup de couples, justement, qui ont des problèmes de couple. Et c'est un des points majeurs de rejeter sans arrêt sur l'autre la responsabilité de ses propres émotions. Si je suis seule, c'est à cause de toi parce que tu m'as laissé tout seul. Si je suis fatiguée, c'est à cause de toi parce que tu ne m'aides pas. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent, que là, le problème de communication, comme tu disais tout à l'heure, si justement le problème de communication provient pas du fait que chacun est égoïste, mais que tout simplement on n'arrive pas à s'entendre parce qu'on n'exprime pas les bonnes choses. Exactement. Et qu'au lieu d'exprimer ce que je ressens, j'exprime ce que j'incrimine, en fait, celui qui est en face de moi. Donc, celui qui se sent incriminé, forcément, ce qui va se passer,
il se referme sur lui, il refuse il émet des barrières, et puis là, bah, ça bloque complètement tout le process de communication. Et donc, c'est très beau que on peut espérer que ton fils ait des Hashem, un shlom bayit bien comme il faut équilibré, Amen. puisque c'est exactement ça. C'est être capable de reprendre la responsabilité sur ses propres émotions. Et pour ça, savoir les nommer. Et j'aimerais dire que c'est un acte de vulnérabilité d'exprimer son vrai ressenti. Je ne me sens pas importante quand tu ne m'aides pas. Et cet acte de vulnérabilité, déjà, il faut se sentir en confiance, bien sûr, dans la relation, mais il vient d'une bonne estime personnelle. Et une bonne estime de soi, c'est de connaître sa valeur, de connaître mes qualités, de connaître mes atouts, de connaître les cadeaux qu'Hachem m'a donnés. Et quand je mets en valeur toutes ces choses-là, alors je n'ai pas peur de dire, bah oui, je suis pas parfaite. J'ai ce besoin de ressentir que tu me soutiens dans ma vie, que je suis importante pour toi. Ok, bien fait. C'est-à-dire que la vulnérabilité, en fait, malgré ce qu'essaye de nous prouver le monde, la société, n'altère en rien notre valeur. Ça fait pas de nous quelqu'un de faible. Au contraire. Ça fait de nous, au contraire. Pourquoi au contraire? Parce que c'est un acte de courage d'admettre que je suis pas parfaite, j'ai des manques, j'ai des besoins, je suis humaine. Et automatiquement, toutes les personnes autour de moi, ils vont se sentir mieux. Parce que si je me mets, ah, je suis parfaite, moi, j'ai aucun problème, en fait, c'est toi tout le problème. Automatiquement, les personnes autour de moi, ah, bah, toi, t'es parfaite, alors je peux pas jouer avec toi, je peux pas interagir avec toi, t'es trop parfaite, moi, je sais que je suis pas parfaite. Automatiquement, ça crée des frictions. Alors que si j'ai ce courage de montrer que oui, c'est vrai, je suis pas parfaite, mais je suis quand même aimable, automatiquement, ça laisse les autres personnes à l'intérieur de la relation, ça laisse une ouverture, une flexibilité, une communication, et ça permet à la relation de se renforcer. D'accord. Merci beaucoup, Perla. J'ai peut-être une dernière question. Les filles, si vous avez également des questions, bah, je vous invite à les poser. Peut-être même qu'il y en a une qui a envie de poser ses questions de visu avec Perla. À ce moment-là, je peux la faire monter à l'écran si elle veut. Voilà, dites-nous ça dans les commentaires si vous êtes intéressés. Ou laissez-nous vos questions. En tous les cas, moi j'ai encore une dernière question. Je pense que c'est aussi la crainte de beaucoup de parents. À partir du moment où je vais être dans l'empathie avec mon enfant, oui. C'est-à-dire qu'il a fait une bêtise, il se sent honteux, par exemple, il se cache, il ment aussi peut-être pour se dérober à ce qu'il a fait. Est-ce que le fait d'être avec lui dans l'empathie, de le caresser dans le sens du poil, c'est pas un peu faire preuve de laxisme? Est-ce que c'est pas prendre le risque qu'il s'enfonce davantage dans son opposition ou dans ses bêtises en fait? Je vais reprendre l'exemple du docteur Tversky, qui est vraiment extraordinaire. C'était le soir de Rosh Hashanah, et lui, déjà à l'âge de 9 ans, il était très très fort aux échecs. Et il avait un invité de marque qui lui a proposé à Rosh Hashanah de jouer aux échecs. Donc lui, il s'est posé la question, est-ce que je joue aux échecs? C'est un jour quand même sérieux, etc. Mais bon, il s'est laissé aller, il était trop tenté par cet adulte de marque qui voulait jouer aux échecs avec lui. Et donc, il s'est laissé jouer aux échecs. Une fois qu'il avait fini de jouer, son père, qui était un très grand rave, le convoque dans son bureau et lui dit, t'as joué aux échecs? Oui. Le jour de Rosh Hashanah? Oui. Donc l'enfant déjà, il a compris que le parent, il n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé. Et ensuite, après, il lui a posé la question, est-ce que tu as gagné? Donc là, il n'a pas enlevé, il n'a pas baissé l'estime de l'enfant.
je m'intéresse à toi. Est-ce que tu as gagné? Oui, j'ai gagné. Ça va, alors tu peux y aller. Donc, Ok. le parent a exprimé son désaccord, mais sans abîmer l'estime de l'enfant. Et donc, d'exprimer Ok. l'empathie, c'est normal que tu as fait une erreur. Moi aussi, je fais des erreurs. On fait tous des erreurs. C'est normal de faire des erreurs. Mais on veut essayer de les reproduire. Et plus l'enfant se sent entendu et il n'a pas peur de faire des erreurs, et plus il va vouloir ne pas en faire. Alors que si on se frustre avec l'enfant et on lui dit non, arrête de faire ça, arrête de faire ça, c'est un paradoxe en fait. Ça veut dire que si plus on va aller à l'encontre de l'enfant, et plus l'enfant il va vouloir prouver qu'en fait il a raison de le faire. Alors que si tu as fait une erreur, c'est normal, moi aussi je fais des erreurs, on fait tous des erreurs, on essaye de s'améliorer, automatiquement ça laisse la possibilité à l'enfant de vouloir vraiment s'améliorer. Ok. En fait, c'est basé beaucoup sur la confiance de la compréhension de l'enfant. C'est-à-dire que je suis pas obligée d'être en colère pour que l'enfant comprenne que c'est grave ou que c'est. euh, je peux parfois être en colère. Je suppose qu'il y a des fois où oui, c'est aussi important. Mais disons que le plus que tout, c'est que l'enfant se sente valorisé et que parallèlement, il sache qu'on est en désaccord. Oui. Et là, il pourra faire son choix et faire le bon choix parce que justement, ça vient d'un endroit plus fort en lui. Exactement. Si je comprends bien. Exactement. Tout ce Quand on exprime sa colère face à un acte qu'un enfant a fait, c'est pas vraiment une colère par rapport à ce que l'enfant a fait, mais en fait, c'est nous qu'on a besoin de lâcher notre colère. Et en fait, on utilise notre enfant comme punching ball. Mais si on prend le temps de réfléchir un instant et de prendre quelques bonnes inspirations, parce que la respiration, ça aide énormément à se calmer, et de se dire, mais c'est un enfant, c'est normal qu'il a fait cette erreur. Donc, je vais pouvoir montrer mon désaccord face à cette action, mais sans lâcher tout mon venin et toute ma colère qui peut être très nocive dans l'éducation de mes enfants et qui va baisser son estime personnelle et automatiquement lui laisser moins de chances de réussir sa vie pleinement. D'accord. À partir de quel âge, Perla, on travaille sur les émotions avec un enfant? Avant même que son bébé. Avant même que l'enfant y naisse. De quoi? Avant même que l'enfant y naisse. Avant même que l'enfant y naisse. Parce que si moi, tu me dis. automatiquement, je vais mettre à mes enfants. Pour les mamans qui connaissent l'allaitement, c'est magique cet allaitement. C'est d'être à l'écoute de l'enfant et de savoir quand est-ce qu'il a besoin de manger, quand est-ce qu'il n'a pas besoin de manger, etc. Et depuis le plus jeune âge, on lui apprend à être à l'écoute de son corps, de son ressenti. Et on n'est pas là avec des biberons. Ah, il doit boire 250 millilitres et s'il manque une goutte, alors là, c'est la fin du monde. Non. Depuis le plus jeune âge, on enseigne à l'enfant d'être à l'écoute de son corps, de ses émotions, de ce qu'il ressent, etc. Et besoin. Exactement. Ok. Eh ben, écoute, magnifique. Magnifique leçon de vie. Voilà, il faut que je te dise que la dernière fois, qu'on a eu notre pré-entretien par rapport à l'interview, j'étais toute la journée sur le qui-vive avec mes enfants. Ça, je dois pas faire. Non, et c'est vrai que, bon, comme tu dis, on est humain, on a beaucoup sur la tête, on court, on a plein de choses qui qui viennent nous parasiter et on ne prend pas ce temps justement pour leur poser des questions sur leurs émotions, sur le truc. Qu'est-ce que tu dirais à ces mamans justement qui se sentent dans la culpabilité pour pas rester, on peut pas rester sur une note négative. Qu'est-ce qu'on fait avec cette culpabilité de se dire je l'entends tellement, je suis pas une bonne mère, je sais pas comment faire avec mes enfants, je perds le contrôle, j'ai encore crié, j'ai encore ci, j'ai encore ça.
qu'est-ce que tu dirais à ces mamans si tu devais leur laisser un message, justement, au niveau de leurs émotions? J'adore cette question, elle est vraiment extraordinaire et merci de conclure avec ça parce que c'est vraiment une question pratique. Tarles, qu'est-ce qu'on fait? Je ne suis pas cette maman-là. Là, tu m'as mis un standing qui est bien au-dessus de ce que je suis maintenant. Comment est-ce que je peux inclure ça avec quelque chose de pratique dans la vie de tous les jours? Des petits exemples tout simples. Par exemple, moi, c'est mon avis personnel. Maintenant, je sais qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas pour cet avis-là. Ne pas hésiter à s'excuser devant ses enfants. Tu sais, quand tu as voulu me parler de ça et j'étais très occupée, je suis désolée. Tu veux m'en parler maintenant? Il n'est jamais trop tard pour attraper quelque chose. Donc, ça, c'est un premier exemple. Mais le plus, en fait, quelque chose de beaucoup plus facile, on va dire, ne changez rien à ce que vous faites, mais essayez de rajouter quelque chose. Par exemple, moi, je sais que l'heure du coucher, c'est devenu une heure sacrée avec mes enfants. C'est chat time. On parle, on fait la liste des choses pour lesquelles on a de la on parle de notre journée, des gratitudes, des choses pour lesquelles on remercie Hachem. On parle de notre journée, des points positifs et des points négatifs. Et donc, automatiquement, même si pendant le reste de la journée, vous n'êtes pas à ce standing de maman, mais au moins vous avez rajouté ces quelques minutes à la fin de la journée où vous êtes cette maman-là. Et c'est ça qui va construire et qui va être le départ de quelque chose de positif dans votre relation avec vos enfants. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez donner à votre enfant. C'est d'être là pour eux, au moins quelques minutes par jour. On n'a pas besoin beaucoup de quantité, mais surtout de qualité. On a l'impression que c'est 24 heures sur 24 qu'on doit être la maman parfaite. Non, c'est pas 24 heures. Si j'ai 5 minutes là à mon enfant de ce qu'il a besoin, ça peut être déjà le début de la réussite de vos enfants. D'accord. Et alors, j'ai une toute dernière question qui est venue là, qui me semble quand même pertinente parce que c'est quelque chose, je sais que beaucoup de mamans rencontrent. Qu'est-ce qui se passe quand la maman est consciente de ça, qu'elle va prendre le temps d'écouter l'enfant et de le questionner et qui est soucieuse justement de laisser cette place à l'émotion, et que le papa, pas du tout. C'est-à-dire que où il est plus impatient, ou il est plus rigoureux, où il a un système d'éducation, il a reçu un système d'éducation plus rigide et puis il croit plus à la rigueur. Ou ça peut être dans l'autre sens, hein, je dis le papa et la maman, mais quelquefois c'est le papa. En général, il y a toujours une balance. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces mamans? Comment on peut... Il y a beaucoup de plaintes à ce niveau-là. Déjà, est-ce qu'elles sont en mesure de faire quelque chose par rapport à leur mari? Enfin, de leur conjoint? Est-ce qu'elles sont en mesure de malgré tout réussir à offrir ça à leurs enfants, même s'ils ne le reçoivent pas de l'autre côté du couple conjugal? Je pense qu'un parent, ça suffit. Et c'est bien d'un côté que les enfants ils voient la différence. Il y a la manière de maman de faire et la manière de papa de faire. Et après, ils peuvent choisir leur préférence et ce qu'ils préfèrent par rapport à eux-mêmes et comment ils se sentent bien. Si par exemple, il y a des frictions par rapport à un des conjoints qui est contre cette manière d'agir, alors ça, c'est sûr que c'est encore quelque chose à discuter dans le conjoint et de chacun de pouvoir exprimer l'importance que la maman, par exemple, si c'est la maman qui veut introduire cette manière d'agir dans la famille, le papa est contre, c'est d'essayer d'expliquer l'importance au papa d'agir de cette manière-là. Et si on a affaire à quelqu'un de Bezrat Hashem en bonne santé, c'est sûr qu'un père, il veut le meilleur pour son enfant. Et il faut avoir cette humilité d'être ouvert d'esprit et de dire peut-être qu'il y a une autre manière de faire. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de cette manière. C'est vrai que moi, j'ai été éduquée d'une manière différente, mais peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui pourrait être plus efficace.
Ah, d'accord. Mais dans tous les cas, tu dis ne pas rentrer en confrontation pour ça, puisque un des deux parents, ça suffit. C'est-à-dire que Exact- si l'enfant sait que, voilà, au moment où il voudra ouvrir son émotion, ben, il ira chez une telle personne. Et pour autre chose, il ira peut-être chez l'autre. Exactement. Mais on n'est pas obligé d'avoir toujours le même comportement. Au contraire, tu dis encore plus. Tu dis au contraire, il vaut mieux ne pas. Oui, parce qu'essayer de changer son conjoint, ça ramène jamais des bonnes. C'est très rare pour réussir. Ouais, Et, super. on est directement en position de victime, on est directement en position on part avec des bâtons dans les roues, entre guillemets. On n'essaye pas de changer son conjoint. Nous, on essaye de montrer un exemple et après, à lui de choisir s'il adhère, il adhère pas. Euh, Moi, je donne le maximum à mes enfants et puis après, de toute manière, dans toute éducation, on a besoin de beaucoup d'aide d'HM, mais toujours ne pas sous-estimer qu'on a besoin de cette aide pour vraiment donner le maximum à nos enfants. D'accord. Merci beaucoup, beaucoup, Perla, pour ces notes encourageantes. Je vois qu'il n'y a pas eu spécialement plus de questions. Donc, merci pour ces paroles encourageantes. Mesdames, vous l'avez compris, il faut mettre l'émotion beaucoup, enfin, au centre de notre éducation. Voilà, si on voulait récapituler, ben, apprendre à nos enfants à nommer leurs émotions, apprendre à nos enfants à accepter leurs émotions, les accepter avec eux. Je crois que c'est la meilleure façon de leur apprendre. Et non, il y a encore une meilleure façon encore de leur apprendre, c'est d'accepter nos propres émotions à nous. Et ce sera le meilleur guide parental en fait pour eux et pour leur réussite dans la vie. Voilà. Merci beaucoup Perla. Je vous rappelle que si vous êtes intéressé à suivre les ateliers de Perla, pas seulement sur l'éducation, mais déjà sur l'éducation de soi, comment apprendre à me connaître, quelle est ma mission de vie, comment gérer mes besoins, mon potentiel, enfin tout ça. Je vous invite voilà, à prendre contact avec Perla. L'indicatif, alors Perla habite aux États-Unis, plus 1, alors 34, 75, 28, 21, 56. Voilà, c'est ça. Je ne Voilà. l'ai peut-être pas dit dans le même ordre que tu as l'habitude. Ouais. Vous pouvez la joindre par WhatsApp et également sur Facebook. Voilà. Je mettrai aussi également en commentaire, tu m'as envoyé un lien pour justement de questionnaire comment je sais où j'en suis au niveau de mes émotions. Exactement. Voilà, je vais là, je le mets en tant que commentaire. Si vous êtes intéressé à remplir ce lien, et puis si vous voulez prendre contact avec Perla, eh ben, je vous invite à le faire. Ça pourrait être toujours plus qu'enrichissant. Voilà. Je vous remercie d'avoir participé. Je vous souhaite une bonne soirée et pas à la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, c'est To Be Schwatt. Mais on se retrouve pour une interview dans 2 semaines. Bye bye les Koulam. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup, Cécile. Merci pour tout ce travail que tu fais, d'informer les femmes, d'aider les femmes à aller à leur niveau supérieur. Vraiment, kol hakavod. Merci beaucoup. Merci.